Model Club sur Motors TV. Avec T2M, le partenaire de vos loisirs, et Tamiya, numéro 1 mondial du modèle réduit. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 11e numéro de Model Club, le magazine du modélisme de Motors TV. Cette fois, nous irons à Las Vegas pour la plus spectaculaire des compétitions de voltige modèle réduit, le fameux tournoi des champions. Attendez-vous à voir des acrobaties qui défient les lois de la pesanteur. Aucun doute, la propulsion solaire n'est plus une utopie pour les modélistes. C'est ce que nous découvrirons avec la Solar Cup 2002. Mais avant tout, nous nous rendons à Grenoble pour la finale européenne de la Tamiya Cup, le grand rendez-vous annuel des pilotes de voitures RC de la fameuse marque japonaise. Mi-septembre, nous voici de retour sur la piste de Grenoble, bien connue des spectateurs de Model Club pour la Tamiya Cup qui regroupait cette année pas moins de 104 pilotes. La société Tamiya est le premier fabricant mondial de modèles réduits, que ce soit au niveau de la maquette statique que du modèle radiocommandé. Les modèles radiocommandés Tamiya se sont dès le début distingués par la grande qualité de reproduction des voitures ou des bateaux qu'ils représentaient. Ceci était sans doute dû au fait que Tamiya avait une longue expérience dans le domaine de la maquette plastique de précision. Cela fait maintenant 11 ans que Tamiya a décidé d'organiser pour les possesseurs de voitures radiocommandées Tamiya électriques un championnat européen qui leur est spécialement dédié. Chaque année, cette épreuve se déroule dans un pays européen différent et cette année, la France a l'honneur de recevoir pour la deuxième fois cette compétition prestigieuse après Vichy en 1992. À Vichy, il y avait seulement deux catégories, des Formule 1 et des Grands Tourismes. Mais par contre, aujourd'hui, à Grenoble, la course est dédiée à 4 catégories. Les Formule 1, les GT qui s'appellent maintenant 4-wheel drive, qui sont très puissantes, les standards, stock, dont un classement spécial réservé aux juniors, aux jeunes pilotes de moins de 14 ans, et une grande nouveauté depuis 2 ans maintenant, la catégorie rallye. Cette année à Grenoble, la grande nouveauté également concernant le rallye, c'est que l'épreuve se court sur une piste en terre, c'est-à-dire beaucoup plus attractive et beaucoup plus proche de la réalité, avec beaucoup de dérives, avec beaucoup de spectacles. Et les pilotes qui sont arrivés ici cette année ont vraiment apprécié cette nouveauté. Je pense que cela se renouvellera les années prochaines. Un des caractères particuliers de cette manifestation, c'est qu'en fait, elle nous a permis à nous, Club de Grenoble, d'accueillir 15 nations. C'est relativement exceptionnel pour un championnat d'Europe. Le pilote le plus loin, il vient de Russie, 8000 km. C'est fabuleux pour venir jouer avec sa voiture radiocommandée. Donc là, on se doute que c'est peut-être un petit peu plus que jouer ce que les gens viennent faire. C'est un véritable loisir, une véritable passion. La voiture radiocommandée, c'est un sport, un jeu d'adresse et on en a une preuve ici ce week-end. Les Formule 1 Tamiya au 10e, outre le fait d'être propulsés par un moteur électrique, ont une autre différence marque grandeur. Le châssis F103 est doté de 4 roues motrices, ce qui rend son pilotage infiniment plus facile. En revanche, à l'image des réels, ces voitures disposent de suspensions à basculeurs sur les trains avant et arrière. Ici, le seul moteur autorisé de marque Tamiya, bien entendu, est le Super Stock Type T. S'agissant d'une formule monotype, il était d'ailleurs fourni, comme pour toutes les catégories, par l'organisation, au même titre que la queue de propulsion de 2400 mAh. Une seule carrosserie est pour le moment disponible, celle de la Ferrari F2001. Heureusement pour les pilotes que les décorations sont libres pour ne pas confondre les voitures, ce qui nous a d'ailleurs valu de voir des monoplaces aux couleurs plutôt flashy, des F1 tunés, ça ne s'était encore jamais vu. 24 pilotes étaient engagés dans cette catégorie, la pole position revenant au Belge David Jousse, qui va également remporter les 2 manches de 5 minutes de la finale, suivi par l'Allemand Ronald Volker et l'Autrichien Olivier Grimm. La catégorie stock est bien entendu la plus abordable de toutes, puisque le seul châssis autorisé est le TL01, le plus économique de la gamme Tamiya. Les performances sont également limitées par le moteur imposé, qui n'est autre que le vénérable RS540 des kits de base, et par le fait que les variateurs électroniques sont interdits.
Les accus sont quant à eux des 1700 mAh et seuls les pneus sont au choix du pilote, ainsi que bien évidemment les réglages de la suspension. Toutes ces restrictions plafonnent fortement la vitesse de pointe et les longues enfilades de Grenoble, une piste dessinée avant tout pour les voitures thermiques au 8e, paraissaient interminables. Mais il n'en demeure pas moins que dans ces conditions, c'est le pilotage qui prime, et c'est pourquoi cette catégorie est la pépinière des champions de demain. Comme nous l'a d'ailleurs prouvé le très jeune et très prometteur pilote allemand Christian Walkenhorst, qui termine 5e du classement général. À l'issue des 3 manches de finale, le vainqueur de la catégorie est le Suisse Andy Schweitzer, suivi de près par les Allemands Christian Kunzi et Wolfgang Linder. Le premier Français est le jeune Nicolas Aubert qui termine 17e. Véritable catégorie reine de la Tamiya Cup, la Touring GT alias 4-wheel drive est de loin la plus performante. Cela s'explique par l'utilisation de châssis à 4 roues motrices ultra légers, parfois en carbone comme le TA04, et à transmission par courroie, disposant de moteurs à choisir parmi les puissants Superstock type R ou type T, ou encore le tout nouveau Super Modifié 11T qui a connu beaucoup de succès. Tout ce beau monde est alimenté par des accus de 2400 mAh mis à disposition par l'organisation. Les performances n'ont plus rien à voir avec la catégorie précédente, et là où les stocks réalisent 14 tours en 5 minutes, les GT en font 18. Durant les finales, malgré sa pole position, le Suisse Alexander Tobler doit s'incliner devant l'Allemand Christian Donat, dont le compatriote Fritz Markus prend la 3e place d'un podium très disputé. La catégorie rallye, qui se disputait donc pour la première fois sur Terre, a été une véritable révélation non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les spectateurs qui ont pu apprécier le réalisme des glissades de ces 4 roues motrices. On se croyait parfois à la poussière aidant sur les pistes du WRC. Il faut dire que la piste parfaitement lisse avait été superbement bien entretenue par le club de Grenoble qui a dû la bâcher et la débâcher de nombreuses fois pour la protéger des violents orages de la fin de l'été. Les châssis sont ici des TB01 de type baignoire, ce qui protège bien la mécanique des projections de poussière et de petits cailloux. Les moteurs des Sportuned, les pneus à relief et les accus 1700 mAh sont également imposés par le règlement. En revanche, au niveau des carrosseries, nulle autre obligation que d'utiliser une reproduction de voiture de rallye. On a ainsi pu voir aux côtés des nombreux Subaru, Mitsubishi Lancer et autres Ford Focus, quelques Toyota Celica aujourd'hui introuvables dans le commerce, mais très prisés de quelques aficionados pour des raisons qui nous échappent. C'est finalement l'anglais Mark Puddle qui l'emporte devant son compatriote Paul Woodman et l'allemand Rino Vonia, alors que le meilleur français Florian Godard, 2e temps des qualifs, n'est que 4e. Et à la 6e place, on trouve le grec Georgios Legakis pour le plus grand plaisir de ce supporter. Comme d'habitude en Tamiya Cup, la compétition était richement dotée en kits et accessoires. Mais le plus beau cadeau de cette finale européenne, c'était sans doute pour les 4 vainqueurs ce billet pour la finale mondiale de la Tamiya Cup au Japon. Une finale mondiale qui, c'est un scoop, a d'ailleurs été remportée en catégorie Formule 1 par le Belge David Joos, qui s'impose vraiment comme étant l'un des tout meilleurs pilotes du monde à l'heure actuelle. Direction la région parisienne maintenant pour une autre course de voitures électriques, cependant très différente. Bonjour, je m'appelle Louis Fourdan, je suis professeur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Les Frais. Depuis 6 ans, nous participons à des courses de voitures solaires qui ont démarré à Lille, organisées par l'école centrale de Lille. Et à l'époque, la course s'appelait Minexol. Et au bout de 3 ans, Les Frais, qui avait gagné 2 fois de suite, a repris le flambeau et elle s'est mise à organiser elle-même cette course qu'elle a appelée Solar Cup. Alors cette course Solar Cup, à notre connaissance, je dis bien à notre connaissance, elle est unique au monde. Donc cette année, vous avez la course Solar Cup 2002. La première rencontre a eu lieu à La Rochelle et cette fois-ci, nous avons la deuxième rencontre à Savigny-le-Temple, où se rencontrent une petite vingtaine de voitures.
cette course est ouverte à tout le monde. Bien entendu, au départ, c'était une compétition un petit peu orientée inter-universités, inter-grandes écoles, mais petit à petit, des particuliers, disons, ou des privés, et ainsi que des clubs de modélisme s'y sont mis. Et on voit actuellement à peu près 50-50. 50% de voitures d'élèves ingénieurs et 50% de particuliers ou de privés. Ces voitures ont une particularité, c'est qu'elles n'ont aucune batterie à bord et il n'y a aucun carburant. Bien entendu, le moteur n'est pas thermique, le moteur est électrique et l'énergie du soleil, l'énergie photovoltaïque est directement convertie en instantané, sans passer par des batteries, vers le moteur. Et on essaye d'optimiser le rapport poids-poussée. On essaie d'optimiser le point de fonctionnement du moteur et le couple résistant, tout ça c'est un petit peu technique. Donc par le choix d'une boîte de vitesse, donc d'un rapport de réduction, on essaye d'optimiser tout ça. Actuellement les voitures arrivent à faire du 25-28 km/h pour les meilleurs. Depuis 6 ans, les voitures ont fait d'énormes progrès. Moi je me souviens la première compétition à Lille qui a été organisée en 1996, les voitures allaient à peu près 10 fois moins vite que celles d'aujourd'hui. Et en 2 ou 3 ans, les voitures ont grimpé grâce donc à des optimisations. Nous-mêmes nous fions par logiciel de tout le point de fonctionnement du moteur et du panneau solaire et du choix du rapport de réduction. Donc on essaye de se mettre toujours au sommet de la courbe de vitesse pour des conditions de soleil données. Donc par beau soleil, on met plutôt un gros braquet et si le soleil baisse, un peu comme en vélo, on a moins de puissance, donc on va mettre un petit braquet. Mais le degré d'optimisation des motorisations est maintenant tel que les vitesses atteintes sont suffisantes pour que d'autres paramètres aient une influence sur les performances globales, comme l'aérodynamique ou la tenue de route. C'est ce qu'a parfaitement compris le grand vainqueur de la Solar Cup 2002, Camille Raymond, qui nous présente maintenant les dessous de sa Too Light, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans le domaine. Le règlement impose des voitures qui sont de taille inférieure à 40 par 80. Donc là, il y a 21 cellules qui font 10,2 cm. Donc ça fait ici 7 cellules dans cette longueur, donc 70 et quelques. Et là 30, donc c'est inférieur à la taille maximale. Alors au niveau de ce qu'il y a dans la voiture solaire, ça reste assez simple. Il y a un moteur, un régulateur pour changer la vitesse du moteur, le récepteur et un servo. Et on utilise des condensateurs, un peu comme une batterie, et qu'on charge avec les cellules et qu'on décharge. Donc le point fort de cette voiture, son poids est donc c'est un sandwich qui permet d'avoir une inertie importante en mettant les masses de chaque côté de la matière. Donc en fait ce qui est lourd c'est les fibres de carbone, la fibre de verre de chaque côté et au milieu la mousse travaille en compression. Donc c'est du Depron qui est ce qu'on trouve à peu près le plus léger. Après ça fait comme une boîte à chaussures, ça reste relativement mou. Et donc il faut triangler toute la structure pour qu'elle ait une torsion. Donc ça c'est les fibres qui sont ici, qui sont comme les ponts en fait, une triangulation géométrique, un triangle indéformable quoi. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les sites web affichés ici. Vous y trouverez tous les renseignements pour la saison 2003 d'une compétition qui, bien qu'extrêmement sérieuse, n'engendre pas la mélancolie. Bienvenue à Las Vegas, capitale du jeu, mais surtout de la voltige GRC depuis près de 30 ans. Sur ce terrain se déroule en effet la plus prestigieuse des compétitions au monde, réunissant 21 pilotes dont 10 Américains triés sur le volet par un organisateur tout puissant, vous allez comprendre pourquoi. Le tournoi des champions a commencé en 1974. Il a été créé par Walt Schroeder de Model Airplane News et William G. Bennett, alors propriétaire de l'hôtel casino Circus de Las Vegas. Le premier vainqueur du tournoi des champions en 1974 fut le célèbre Hanno Pretner. Le tournoi des champions a toujours été moteur et leader dans le domaine de la voltige modèle réduit. La plupart des grands et puissants modèles que nous avons aujourd'hui sont directement issus du tournoi.
Les années passant, nous avons augmenté les spécifications de taille des avions autorisés à voler et ils sont devenus de plus en plus gros et surtout de plus en plus puissants. Les radios sont toutes devenues entièrement informatisées, il est donc possible de programmer des mixages à l'intérieur pour régler les avions et les cerveaux mécanismes sont devenus plus gros, plus puissants et plus précis. Ainsi, de nombreuses améliorations sur les radios utilisées en modélisme et beaucoup d'autres progrès dans le monde de l'aviation RC sont les résultats du tournoi des champions. Comme toute compétition de voltige grand modèle qui se respecte, et à l'image de ce qui se fait en voltige grandeur, le tournoi des champions comprend plusieurs programmes connus et inconnus imposés, qui sont d'une complexité inouïe, bien au-dessus du niveau demandé à un championnat du monde d'F3A par exemple. Mais ces vols, qui se déroulent en général à haute altitude, sont terriblement ennuyeux pour les néophytes qui ne savent pas déceler les petites erreurs que les juges sanctionnent. C'est pourquoi nous avons préféré dans ce reportage vous montrer les meilleurs extraits des programmes libres intégrales des 7 finalistes, infiniment plus spectaculaires comme vous allez le voir. Si vous n'avez jamais vu ce genre de vol, attendez-vous à être surpris. Et nous commençons avec l'américain Sean McMurtry, 26 ans, le plus jeune des finalistes, qui vole sur une reproduction d'Extra 300L Aeroworks de 3 mètres d'envergure pesant 15 kg 4. La motorisation étant assurée par un bicylindre allemand 3W de 150 cm3, tout ceci étant dans les normes d'un avion du TOC. Voici maintenant une figure, le torque roll, qui a été inventé en 1992 lors du tournoi, et qui est encore impossible aux avions réels. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Autre pilote américain, Mike McConville vole quant à lui sur un Extra 330 Cardon Aircraft. Vous allez le voir, les maquettes du célèbre avion de voltige allemand ont beaucoup de succès ici. Celui-ci mesure aussi 3 mètres d'envergure et est motorisé par un DA 150 cm3 de fabrication US, le moteur le plus utilisé du concours. Vous noterez que ces avions sont dotés d'un rapport poids-puissance largement supérieur à 1 et que les gouvernes débattent à bien plus de 45 degrés, ce qui explique leur maniabilité mais n'enlève rien à la dextérité des pilotes car il faut les maîtriser. Encore un Extra 330S, entièrement moulé en fibre de carbone Kevlar, celui-là est toujours de 3 mètres d'envergure. Construit par la firme allemande Fiber Classics, il est ici piloté par l'américain Jason Schulman, qui terminera le concours 5ème, et qui aurait sans doute fait mieux s'il n'avait pas craché son modèle lors du dernier vol de libre en rétablissant un petit peu bas. Lui aussi passe bas sur la tranche avec son Extra 333W. Mais Roland Matt, un redoutable pilote du Liechtenstein qui a de qui tenir puisque son père a participé à plus de 12 TOC, maîtrise parfaitement l'art du libre et ses programmes seront parmi les plus harmonieux du concours, jugez vous-même.
Terminant 4ème du classement général, Roland aura souvent fait mieux durant les libres. Un prétendant pour le podium dans les années à venir, cela ne fait aucun doute. Au décollage, le Yak 54 du quadruple vainqueur du TOC, l'Argentin Quique Somenzini, célèbre pour être l'inventeur du fameux torque roll. Pourtant, cette année, avec ce nouvel avion, il ne fera pas d'étincelles dans les libres, ne prenant aucun risque contrairement à son habitude. Sans doute un manque de connaissance de la machine. Il ne termine que 3ème du concours, une grosse déception pour lui. Le maître incontesté du freestyle à l'heure actuelle, le voici. Il s'agit du vainqueur du TOC 2000 et champion du monde en titre, notre Christophe Paysan-Leroux. Il va avec son Extra 330S ZN-Line de 3 mètres motorisé par un DA150 en effet remporter 5 des 6 manches du libre avec un programme extrêmement riche, inventif et d'une virtuosité folle, mais surtout parfaitement en rythme sur la musique, ce qui est un critère de jugement essentiel. Pourtant, le vainqueur du TOC 2002, ce ne sera pas notre champion, mais le pilote de cette Ultimate, le seul biplan de la compétition, l'américain Chip Hyde. Ce modèle de 2,54 m d'envergure et 19 kg est motorisé par un quadricylindre DA de 200 cm3.
Chip ne remportera finalement aucun libre malgré cet atterrissage mouvementé moteur calé qui en dit long sur sa maîtrise, mais il se montrera le meilleur dans tous les imposés qui ont des coefficients supérieurs et finalement il va gagner son deuxième TOC 10 ans après le premier titre remporté à tout juste 20 ans. Il y a effectivement de quoi exulter quand on sait que le vainqueur empoche 50 000 $ offerts par le sponsor du concours, le Casino Sahara. Eh bien, si après tout ça vous ne trouvez pas que le modélisme est un sport à part entière, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Model Club sur Motors TV. Avec T2M, le partenaire de vos loisirs, et Tamiya, numéro 1 mondial du modèle réduit.